Deux usines de transformation de bois inaugurées en Coque par le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat. Li White a par la suite paraphé avec son homologue chinoise un protocole d'accord pour une collaboration harmonieuse en matière de protection de la nature. La charité célébrée le 5 septembre à travers le monde en souvenir de Mère Teresa décédée en 1997. La rédaction marque un stop sur la notion de charité. Qu'en pensent les Gabonais? Vous le saurez dans un instant. Tout comme vous saurez également ce que pensent les Gabonais sur le recensement annoncé et qui pointe à l'horizon. Les avis sont partagés. Votre 20h reçoit le directeur général de la fonction publique, Edouard Foulambom. Et voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le ministère de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, a procédé à l'inauguration de deux usines de transformation de bois à la zone économique spéciale d'Uncock. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon et de la ministre chinoise de l'Environnement. Le compte-rendu est d'Eric Nzengi Badinga et de Guy Franklin Mangenga. Le ministre de la Forêt n'inaugure pas les chrysanthèmes, mais deux usines de plus qui viennent enrichir la zone économique spéciale de Coque. Aujourd'hui, chers amis, avec l'entrée en production de ces deux nouvelles unités, le nombre d'entreprises actives est désormais de 99. Grâce à la synergie entre les opérateurs de la zone et le dynamisme du guichet unique, nous ambitionnons d'aller au-delà, naturellement, des 100 entreprises actives. Ici, il y a réellement de la troisième transformation. L'ensemble des opérations effectuées de la première ou deuxième transformation et qui permettent d'obtenir des produits finis. L'effet qu'on est assis sur les très beaux chaises faits en Kevazingo qui sont destinées d'être exportées du Gabon vers la Chine pour pouvoir valoriser une des essences précieuses de notre forêt gabonaise. C'est une, comme il a dit l'administrateur général, c'est une réalisation de la vision du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, qui nous pousse tous les jours vers une meilleure valorisation de notre forêt. Le tissu industriel de la zone économique spéciale de Coque se densifie et le secteur bois est en plein essor. Voilà, à la suite de l'inauguration des deux usines en Coque, les ministres gabonais et chinois en charge de l'environnement ont signé un protocole d'accord engageant les deux pays. Celui-ci vise une collaboration harmonieuse en matière de protection de la nature. On retrouve Eric Nzengi Badinga et Guy Franklin Mangenga. C'est un partenariat dynamique entre les deux pays en matière de protection de l'environnement qui vient d'être signé. Les entreprises chinoises ont eu mauvaise presse par le passé en se comportant de façon peu écologique, doivent éviter de se comporter comme des renards dans un poulailler. Je crois que la Chine et le Gabon ont déjà une base solide en termes de coopération dans le domaine forestier. Le gouvernement chinois a toujours demandé les entreprises et les exploitants chinois de respecter strictement la loi locale. Je crois que le protocole d'accord que nous avons signé aujourd'hui sera un nouveau point de départ pour nous. Le respect de l'environnement a pour objectif la promotion, la sensibilisation et la préservation des écosystèmes à travers une utilisation efficace des ressources disponibles. Nous venons de signer un protocole d'accord avec nos homologues en Chine, donc avec le ministère de la Forêt et des Pâturages en Chine, qui va faire une fondation pour la collaboration entre nos deux gouvernements à l'avenir sur la bonne gouvernance de la forêt. Donc on va faire des échanges pour veiller du respect des lois au Gabon et en Chine dans l'exploitation forestière, sur la bonne gestion des aires protégées et des sites de patrimoine. Le respect de l'environnement est un principe moral et éthique.
Économie toujours, mais numérique cette fois, avec le comité de pilotage du projet CAP4, reçu ce jeudi par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. La rencontre avec Rigobert Ikamboya-Ndeka s'est articulée autour de plusieurs points relatifs à l'état d'avancement des travaux du dit projet. Yolande Ekwara, Richard Ivindi. Réduire la fracture numérique et étendre la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national et partant dans la sous-région, voici ce qui justifie la mise en place du projet CAP4 Gabon. Projet financé par la Banque mondiale et dont les retombées pour les populations sont réelles. Le taux d'accès à l'Internet a baissé de beaucoup et beaucoup de petits micro-projets s'est créé, notamment l'incubateur qui forme des entreprises à créer des structures pour faire le développement de télécommunications au Gabon. Avec pour entreprise adjudicataire la société coréenne Télécom KT Corporation, le projet CAP4 Gabon, démarré depuis 2016, piétine jusque-là. Le projet a connu quelques retards qui sont imputables au non-respect du cahier des charges par l'entreprise coréenne KT Télécom. Et donc nous envisageons de trouver toutes les solutions de telle sorte que le projet soit réalisé dans les délais contractuels. Et nous veillerons, nous prendrons toutes les dispositions avec la Banque mondiale qui finance le projet et les autorités gabonaises pour que ce projet se réalise dans les délais. Le projet CAP4 Gabon est un linéaire de 6000 km. Déjà réalisé 1020 km à ce jour et environ 6600 km à livrer avant la date butoir prévue pour mars 2020. Et dans votre agenda, notez que demain s'ouvre à Libreville un atelier de lancement des études routières au Gabon. L'événement est placé sous l'égide de la CEMAC en partenariat avec l'État gabonais. Le bitumage des routes Kougouleux-Medouneux, frontière Guinée équatoriale, Makokou, Mekambo, Ekata et Otem à Sok-Menzeng sont concernés par ces études d'aménagement. Nous reviendrons avec plus de détails demain à l'ouverture des travaux de cet atelier. Et puisqu'on parle infrastructure, sur 7 syndicats que compte le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics, eh bien 5 ont assisté à cette signature d'un protocole d'accord avec la tutelle. De quoi s'est-il agi? Le compte-rendu avec Octavie Yolandvé et Gérard Magnagna. Le protocole d'accord doit permettre l'apaisement au sein du ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics. Le document renferme plusieurs points qui, selon les syndicats, pourront dissiper des incompréhensions qui gangrènent le secteur. Je suis satisfaite des travaux que nous avons eus avec Monsieur le ministre durant 2 semaines et tous les points de revendication ont été élaborés. Nous avons signé un protocole d'accord par rapport aux avancées. Tout a été fait. Nous en sommes vraiment convaincus et très contents. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, j'ai 26 ans de boîte, il y a beaucoup de ministres qui sont passés, mais qui n'ont pas eu vraiment une détermination d'affronter les syndicalistes. Pour le ministre Arnaud Kalix Nganji Alandji, qui est toujours en négociation avec les 2 autres syndicats, le dialogue est la plus grande arme dont disposent les plus hautes autorités en vue de lutter contre les injustices sociales. Ce que nous avons fait ici, c'est qu'ils veulent reprendre un peu de leur lettre de noblesse, comme je disais. Et ici, nous avons donc présenté à nos partenaires les différentes démarches que nous avons entreprises pour l'acquisition de matériel, les contrats signés, les conventions signées. Donc ça a permis déjà de décrisper un peu sur ce point-là. La grève qui secoue le ministère de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics semble, au regard de toutes ces négociations, trouver une issue heureuse. Et puisqu'on parle de syndicats, les partenaires sociaux qui ont pris part aux assises relatives à la révision du Code du travail étaient ce matin reçus au Conseil économique, social et environnemental. Il s'est agi de remettre le rapport et de demander à René Ndémézo-Obiang d'être leur fidèle interprète auprès du gouvernement. Le point avec Andy Tungi et Bertin Osaga. Les partenaires sociaux ayant participé aux travaux de la mise en œuvre du nouveau Code du travail en République gabonaise au cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. Avec René Ndémézo-Obiang, ils ont d'abord remis le rapport avant de faire le bilan des assises. Au niveau du Conseil économique, social et environnemental, le groupe salarié constitue un des maillons les plus importants
Et c'est à ce titre que la délégation a été conduite par son président que je suis. Tenir compte des recommandations des partenaires sociaux pour coller à la réalité du marché de l'emploi, les syndicats l'ont fait savoir à René Desmaisons. Nous avons présenté au président du CES la lecture des travailleurs gabonais de ce que devrait être le futur code du travail. Et nous avons été agréablement surpris de savoir que c'est une préoccupation majeure du président du Conseil économique, social et environnemental. Et il s'est engagé, avec grande satisfaction de notre part, à saisir rapidement le gouvernement pour qu'il lui soit envoyé ce projet, afin que lui et ses équipes commencent à l'analyser et voir dans quelle mesure effectivement intégrer les préoccupations majeures des travailleurs gabonais. Le Code du travail a pour vocation de protéger le maillon faible du dialogue social qu'est le travailleur. Le Code du travail a pour vocation de préserver les acquis sociaux, de préserver la dignité du travailleur. Un début de marathon qui démarre par le Conseil économique et social et environnemental et se poursuivra dans d'autres institutions de la République, ont fait savoir les syndicats. Voilà Andy Tungui que nous retrouverons dans un petit moment pour la page internationale. On va à Port-Gentil. Le nouveau directeur général de Total Gabon reçu par le gouverneur de Logou-Maritime. Au cœur de cette prise de contact, eh bien, les projets communautaires engagés par Total Gabon. Le point avec Marius Nonda. Nommé depuis juillet 2019 à la tête de la filiale gabonaise du groupe pétrolier français, le nouveau directeur général de Total Gabon vient de prendre attache avec les responsables administratifs et politiques de la cité économique. Au cabinet du gouverneur de province en premier lieu, puis celui du maire de la commune de Port-Gentil, Stéphane Bassène, qu'accompagnait son prédécesseur Henri-Max Ndongzoué, et le directeur général adjoint Olivier Djoktan, a tenu à rassurer ses hôtes sur l'engagement de l'entreprise à soutenir les projets de développement de la cité à leur côté. En la présence de mon prédécesseur, M. Henri-Max Ndongzoué. Donc c'était un entretien très cordial avec pour seul objectif une présentation ma présentation au niveau du gouvernement. Absolument. Le message principal à M. le gouverneur, justement, c'était un message de continuité. Il y a effectivement une passation à la tête de Total Gabon, mais les actions continuent. Ancien du groupe, Stéphane Bassène rejoint le Gabon après avoir été en poste à Paris, puis au Nigeria. Et puis le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 5 septembre la journée dédiée à la charité, une journée instituée en 2012 par les Nations Unies en souvenir de Mère Teresa, décédée en 1997 et proclamée sainte par le pape François. Un petit air d'histoire avec Stevie Oyanmusui. Le dictionnaire français Larousse définit la charité comme un principe de lien spirituel qui pousse à aimer son prochain de manière désintéressée. Elle peut dès lors contribuer à favoriser le dialogue entre les peuples en instaurant en 2012 chaque 5 septembre comme journée mondiale de la charité. Les Nations Unies ont voulu promouvoir, mais surtout reconnaître le rôle de cette valeur dans l'atténuation des crises humanitaires et des souffrances dans le monde. Le 5 septembre doit mettre en relief le travail des organisations caritatives et des individus dont les actions philanthropiques ont contribué à la création des sociétés plus inclusives et résilientes. En interviewant une Gabonaise, elle nous donne des exemples d'actes charitables. Si en face de moi, j'ai un orphelin, je dois d'abord apporter l'amour que sa mère ne peut plus lui donner. Si je trouve quelqu'un en difficulté, ça dépend. Je peux arriver à un endroit où je trouve c'est un enfant qui va à l'école, il a du mal à s'acheter un sandwich, je l'achète. Ou je suis enseignante, dans mon milieu scolaire, il y a des enfants vraiment démunis, je peux faire un don sans attendre rien en retour, parce que je fais du bien pour ne pas attendre quelque chose en retour. La journée mondiale de la charité, en souvenir à Mère Teresa, religieuse et missionnaire catholique, née en 1910, devrait rappeler à l'humanité que cette dernière, proclamée sainte en 2016 par le pape François, a pendant 45 ans soigné les pauvres, les malades, les orphelins et les mourants, tout en guidant le développement des missionnaires de la charité. Elle a créé des hospices et des centres d'hébergement pour les plus démunis et les sans-abri. Mère Teresa est décédée le 5 décembre 1997 à l'âge de 87 ans.
Et à ce propos, nos reporters Stevie Oyan-Musu et Michel John Boudéan ont donc baladé leur micro dans les rues de Libreville pour avoir les avis des Gabonais, notamment ce qu'ils pensent de la charité. Voici leur réponse. Je crois que la charité, c'est l'amour. Et c'est cet amour qu'on doit s'aimer les uns les autres pour que la gloire de Dieu descende et que ce pays connaisse un autre essor plus tard. La charité, pour moi, c'est donner sans mesure. Donner sans mesure. Pour moi, la charité, c'est faire du bien, c'est aimer les autres, c'est l'amour. Moi, je crois en Dieu. Si c'est la charité, selon Dieu, c'est que chacun doit faire à son prochain ce qu'il voudrait qu'on lui fasse. Selon la société, la charité, c'est quoi? La charité, c'est la compensation des services. Je vous fais un service, je vous rends un service et vous me le retournez sous, je sais pas, bon, voilà, moi, quelle que soit la manière, c'est ça. Allez, on parle à présent du recensement des agents publics de l'État, annoncé dernièrement par le ministère de la fonction publique, qui fait donc une fois encore réagir les Gabonais. Dans les rues de Libreville, les avis sont partagés. Nous les écoutons, ils sont au micro d'Annie Konkassa et Pierre Claverella. Chose en soi. Et dans tout ce que nous déplorons, nous déjà agents publics, par rapport à ma situation, je sors de stage. Nous avons déjà eu un premier recensement. Et deuxième, donc, je me dis, on est censé savoir que ce sont les mêmes éléments. Alors, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a comme changement et qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté au sein de ce nouveau recensement. Depuis qu'on a dit qu'on vient en deuxième recensement, moi je trouve ça normal. Parce qu'on était déjà recensé, je ne vois pas pourquoi on revient sur l'émission. C'est une bonne chose, mais malheureusement, c'est un recensement de plus. Parce que les premiers n'ont pas donné les effets escomptés. Jusqu'à présent, on ne sait même pas l'aboutissement de ces recensements. À quoi ça sert finalement? Je sais très bien que ça donne des indicateurs à nos dirigeants, mais est-ce que ces indicateurs-là sont pris en compte? Pour quand même mettre un peu de l'ordre dans les choses, parce qu'il y a des fonctionnaires qui perçoivent 1 ou 2 salaires en même temps, ce qui gêne quand même un peu le budget de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'économie va très mal. Voilà, donc je pense que l'État a besoin de réduire son trait de vie. Pour cela, il faut quand même recenser les fonctionnaires et savoir qui l'est et qui ne l'est pas. Quelque part, oui, ça peut créer de l'emploi. Parce qu'il y a d'autres qui sont fonctionnaires fantômes, qui n'ont jamais exercé, mais qui ont des salaires. Est-ce que c'est normal? Il faut bien que le système biométrique numérique au niveau de la fonction publique fasse marque. Parce que justement, les recensements qui se sont faits au préalable ont été des recensements, je vais dire quoi, d'ordre manuel. Et aujourd'hui, on est passé à l'ère du biométrique. Donc il faut réellement justifier avec l'empreinte qui est fonctionnaire ou qui ne l'est pas. Là, je reviens du village. Là-bas, nous ne sommes pas un peu informés. C'est eux qui me donnent déjà l'information. Voilà, donc c'était le micro-trottoir, ce que pensent les Gabonais par rapport à ce prochain recensement. Et sur la question, nous recevons justement le directeur général de la fonction publique, M. Edouard Mfoulangom. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Martial. Alors, vous avez suivi avec nous les réactions des Gabonais. Votre réaction derrière ces réactions? Disons que nous comprenons parfaitement toutes les interrogations et les réserves des Gabonais aujourd'hui. Tous ces éléments ont été pris en compte sur instruction de Madame le ministre dans le cadre du cadrage global de cette opération. Déjà par le fait qu'un avis de la Commission nationale pour la protection et données à caractère personnel a été rendu, un décret a été pris, et de même que dans le champ des personnes concernées, on va au-delà de la simple présence. D'accord. Alors aujourd'hui, on va dire à quelques jours certainement du recensement lui-même, à quel niveau êtes-vous? Nous sommes dans une phase de communication parce que c'est une exigence du décret 58 qui organise les opérations de recensement. Elles ont été entamées au courant de la semaine par des ateliers de restitution à l'endroit des secrétaires généraux, des directeurs centraux des ressources humaines et même des partenaires sociaux. Donc il s'agit dans cette nouvelle approche du recensement de pouvoir donc partager la responsabilité avec ceux qui ont la gestion au quotidien des ressources humaines. C'est en tirant les leçons des précédentes opérations que nous avons pensé qu'il fallait que cette opération soit inclusive et participative, de sorte que même dans ce mode opératoire, les sites qui vont abriter les kits vont être déterminés et distingués par les secrétaires généraux,
De sorte que là, ils auront la responsabilité de suivre et de coordonner l'ensemble des opérations au sein de leur ministère. Alors, vous dites avoir tiré les leçons effectivement des recensements précédents, même si les Gabonais déplorent qu'il n'y ait pas eu effectivement de bilan ou de compte-rendu à ce niveau-là. Alors, vous parlez de décentraliser. Aujourd'hui, donc, les responsables, les DCRH devront prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce qui vous garantit que effectivement ces responsabilités seront prises? Est-ce que chacun à son niveau pourra effectivement prendre les siennes lorsqu'on sait que dans les recensements précédents, le précédent par exemple, les fiches bleues étaient toujours signées pour des fonctionnaires qui ne répondaient pas présents? C'est la particularité de cette opération. Parce que contrairement à l'opération dont vous faites allusion, il s'agissait d'un contrôle de présence et qui nécessitait la présence obligatoire de l'agent. Dans le cas de cette opération, c'est un enrôlement biométrique. Ça veut dire que la présence est induite parce que pour se faire enrôler, il faut être là. Nous avons pensé que là aussi, nous avons eu le rôle de concevoir les outils que nous partageons avec tous ceux qui ont la gestion de ressources humaines au quotidien, de sorte que le déploiement qui va se faire dans les tout prochains jours soit efficace et que notre opération soit un franc succès. D'accord. Alors, en termes d'outils, qu'est-ce qui sera mis exactement à la disposition des différentes entités? Nous avons déjà partagé avec les secrétaires généraux et les DCRH la fiche de recensement individuel qui a été conçue, qui est une fiche de portefeuille et qui comporte un certain nombre d'informations que l'agent doit obligatoirement remplir, de sorte que dans la saisie, les choses se passent encore un peu plus aisément. Nous avons un site web qui a également été mis en place pour faciliter aux agents publics le remplissage de leurs fiches. Nous avons également mis en place dans ce site des fiches pré-remplies, parce que nous savons que nous n'avons pas toujours à notre disposition notre grade, notre indice, et donc il fallait pour cela faciliter aux agents publics l'accès à ces informations. C'est toutes ces informations et tous ces outils qui ont été conçus, partagés avec le DCRH, partagés avec les secrétaires généraux et en tenant compte, bien entendu, des spécificités qui sont propres à chaque département, notamment l'éducation nationale, notamment la défense, notamment la santé et l'enseignement supérieur, de sorte que c'est en échangeant que nous parvenons à une bonne mutualisation et une bonne approche de notre opération. Alors, dernière préoccupation, après tout cela, à quand la dernière partie du recensement, celle qui va consister à recenser les uns les autres? Disons qu'après cette phase de communication, après la distribution des fiches aux secrétaires généraux, leur ventilation aux agents, effectivement, il s'agira du déploiement sur le terrain pour la collecte des données. Il faut bien entendu qu'on tienne compte déjà du fait que tout agent public ait reçu sa fiche, que le calendrier de passage ait été bien élaboré par les secrétaires généraux. Ensuite, on tient compte des spécificités des personnels comme l'éducation nationale où la rentrée administrative serait prévue pour le 16. Pour les magistrats, pour lesquels la rentrée judiciaire est prévue pour le 1er octobre. Donc, c'est l'ensemble de ces informations recueillies qui vont nous permettre de pouvoir élaborer dans les tout prochains jours un vrai programme de déploiement sur le terrain. Et que nous transmettrons bien sûr au public sur notre chaîne. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le Directeur Général de la Fonction Publique, Monsieur Edouard Foulambom, et que demain, nous avons rendez-vous sur ce même plateau avec le Secrétaire Général du même département pour parler des enjeux justement de ce recensement. Vous restez avec nous pour la suite et nous parlons justement de la première édition du concert social en faveur des jeunes enfants issus des familles du 4e arrondissement qui s'est tenu récemment à Libreville. Une initiative du MJL, le mouvement des jeunes du littoral. Le reportage d'Arnaud Bengué et de Blandine Yambo-Indassi. C'est la jeunesse qui se mobilise pour aider la jeunesse qui se trouve dans une situation moins privilégiée. Sur le plan social, c'est un bel apprentissage. Plusieurs jeunes du 4e arrondissement littoral dans la commune de Libreville, disponibles, réfléchis, généreux, ont décidé de se retrouver ensemble et de former des projets communs. Ils ont créé un mouvement, le MJL, le mouvement des jeunes du littoral. Pour la première édition, le concert social a été une réussite. Une très belle action qui mérite d'être soulignée. Une collecte de jouets, de vêtements et fournitures scolaires. Tout cela, en fait, sera redistribué le 7 septembre aux enfants issus des familles démunies que nous avons recensées et que nous allons continuer à recenser. Le littoral ne commence pas par le 4e arrondissement.
Il part de la commune de Vendo à la commune d'Akanda, et ce qui fait en sorte que nous souhaitons évidemment étendre ce mouvement à tous les horizons concernant le littoral. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et le cœur sur la main que plusieurs artistes ont pris part à l'événement. De jeunes rappeurs, Angela Sélé, Duplain et Visostar, un geste de solidarité et de générosité. Vous savez qu'en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, c'est la cause que je défends, être aux côtés des enfants, les encadrer, les encourager, surtout à ceux-là qui sont vraiment démunis, de se sentir vraiment aimés. Tous se sont impliqués bénévolement. Les artistes ont tous accepté de participer gracieusement à cette cause. Le MJL a également bénéficié de l'apport de plusieurs donateurs prestigieux, dont la Maison de la Presse qui leur a offert une centaine de manuels scolaires. Le mouvement des jeunes du littoral a pour mission, entre autres, d'améliorer la condition de vie des enfants qui occupent une place primordiale dans la société. Page internationale, Andy Tungui nous a rejoint. Andy, bonsoir. Bonsoir Martial. Et on commence par le Mozambique où on parle de l'arrivée du pape François. Justement, le pape François est arrivé mercredi soir au Mozambique, première étape d'un voyage qui durera une semaine. Dans son premier discours prononcé ce jeudi matin, le pape François a longuement salué l'accord récemment signé l'accord de paix récemment signé. Toutefois, le chef de l'Église catholique a mis en garde contre la tentation d'une fausse paix qui ne serait qu'une absence de conflit. Et puis allons au Sénégal où un établissement privé interdit le voile islamique. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, établissement privé catholique, a interdit le port du voile islamique. Une décision qui a déclenché une polémique au Sénégal. Une décision qui a déclenché, j'y arrive, une polémique au Sénégal. Rappelons, Martial, que le Sénégal est un pays majoritairement musulman, donc à 95%, il y a des musulmans là-bas. Certains élèves parlent d'humiliation après avoir été renvoyés le jour de la rentrée scolaire. Et puis, on parle de concert de la paix, cette fois-ci au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, nous y sommes. Si la musique adoucit les mœurs, comme on le dit souvent, la mission des Nations Unies au Sud-Soudan et les autorités locales tentent de la mettre au profit de la paix et de la réconciliation entre les communautés de la ville de Yé. Les spectacles ont réuni des dizaines de résidents qui ont fait le déplacement pour célébrer la paix avec les artistes les artistes, la paix, pour célébrer la paix dans un pays où il y a toujours effectivement des conflits armés. Des conflits armés. Merci à vous, Andy Tungui. On se retrouve demain avec la même ferveur et on va boucler avec le sport. Les Pantheresses du Gabon n'ont pas fait le poids face aux Black Queens du Ghana, battus au match aller à Libreville, 0 but contre 3. Le match retour à Accra, malgré leur bonne prestation, n'a fait que confirmer la désillusion. Défaite 2-0. Une élimination lourde d'enseignements pour les prochaines échéances. On y arrive. Allez, Boris V, Eric Kassa. C'est une élimination quasiment programmée pour les Pantheresses du Gabon à Accra au Ghana, au vu des nombreux mots existants autour de cette jeune sélection, réhabilitée il y a quelques mois par la Fédération gabonaise de football. On a réajusté notre travail d'affûtage. On a vu qu'à Libreville, au-delà de la capacité qu'elles ont déjà à 80% de garder le ballon. Et, il nous a manqué cette détermination-là d'aller jusqu'au bout de nos séquences offensives, donc par des tirs, par des percussions dans la sphère de réparation. Malgré un vivier de talents intéressants à parfaire, les troupes de Cédric Mapangou ont été confrontées aux difficultés liées à la sphère footballistique gabonaise. Outre le non-paiement des primes associé à une préparation moyenne au vu des échéances et objectifs fixés, sans oublier le sempiternel problème de championnat de football féminin inexistant dans le pays qui handicape lourdement la sélection. La relance du football féminin pour le président fédéral, ça demeure un projet important. Donc le chantier se poursuit, on sort de là avec beaucoup d'enseignements, beaucoup d'espoir. Et non, franchement, il n'y a pas de déception. Le Gabon aura tout à gagner en soutenant la sélection nationale qui ne demande qu'à servir la nation. Voilà, fin de votre 20h. La sagesse africaine. Un seul homme peut déclencher une guerre, mais il faut être deux pour faire la paix. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Rodolphe Mukambi Boma vous présentera la dernière édition d'information. Bonne suite des programmes et à demain 20h.